ce soit dans des trucs comme ça. On vous remercie pour votre patience au niveau des conditions d'accueil. Comme vous le savez, elles sont un peu compliquées. Donc on a réussi à jongler avec toutes ces histoires de réservation, de distanciation, etc. Donc bref, on espère que vous vous sentez bien ici. Bonjour. Je pense à Vitry. Je suppose que ce dont vous voulez me parler, c'est du jeune arabe de 15 ans qui a été tué. J'ai lu dans l'IB l'article et il pleure cet article. J'ai vraiment senti la colère monter en moi. Il y en a marre de les entendre parler de nous sans même le regarder. Ce gars-là, on le connaissait, c'est pas quelqu'un de mauvais. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Et il a tiré, il est pas mort du coup de la balle, c'est-à-dire, il est mort par asphyxie en fin de compte. Et du 22, c'est-à-dire du 22, il lui a éclaté la pommette, et avec le sang, ben, il est mort étouffé. Et la police est raciste, il dit ouais, ben, une vermine encore en moins, parce que. Ah non, lui, c'était un mec gentil. Ouais. C'est un gosse, un jeune, il avait 16 ans. Les migrés, notamment le jeune immigré, ne correspondent pas toujours à l'image traditionnelle dans laquelle on est enfermé. Et la France, les cités, et en Angleterre, il y avait Rock Against Racism, et il a dit on devrait faire une sorte de coordination des banlieues là-dessus, etc. Et là est venue cette idée de Rock Against Police, parce qu'il y avait énormément de jeunes gens, de bavures, comme ils disent. Et 2 ans après, il y a eu la marche des beurs, et toi, à ce moment-là... Quelques copains de Rock Against Police, on n'était pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'elle était trop grand public. Mais néanmoins, elle avait le mérite d'exister. Et on a vu déferler cette marche incroyable. Et là, tout ce qu'on pensait pour quelques-uns, alors que on était dans la marginalité la plus totale, on s'est dit donc ce qui se passait en nous se passait bien ailleurs. Il y avait une résonance, un écho. Et ça a été un moment magnifique de ce point de vue-là. Vous n'étiez pas les seuls on était devant l'histoire. Ouais. Si je faisais un raccord historique, je prendrais le 8 mai 45 à Sétif, le 17 octobre 61 à Paris, et tous les manicosikim anonymes, c'est-à-dire une superposition comme une sculpture de César, Sétif, Paris et les jeunes de la périphérie. Et j'essaierai d'analyser l'inconscient collectif et meurtrier de l'État français à travers ces 3 dates. De raconter ce que Rock Against Police et les initiateurs ont apporté au mouvement. Il n'y avait pas vraiment de cohésion et de lien de l'île à une autre à l'époque. Et je pense qu'à travers les concerts, c'était aussi un prétexte à débat sur la situation des quartiers, sur la répression de la police. Et je pense qu'il faut rendre hommage aussi aux initiateurs de Rock Against Police. Voilà. Déjà, Rock Against Police, c'est une histoire de circulation. C'est-à-dire que c'est une histoire entre des jeunes qui sont à Nanterre, à Vitry, à Gennevilliers. Donc déjà, à l'intérieur même de la banlieue parisienne, c'est une histoire de circulation. Avec des personnes qui ont un rôle prépondérant, comme ça a été dit dans le film, notamment Mognis, qui fait le lien avec un certain nombre de personnes dans l'agglomération parisienne. Le lien avec la région lyonnaise, il est aussi évident parce que finalement, si on regarde même simplement les 4 pages, parce qu'en fait, Rock Against Police, on produit, je crois, 2 4 pages, en fait, c'était un format de l'époque, au cours duquel, en fait, il donnait la parole. Donc là, on a parlé des films qui ont été faits, notamment le film qui a été fait à Vitry, mais en fait, Rock Against Police avait aussi pour ambition de donner la parole aux jeunes qui étaient aussi beaucoup des lycéens. Donc, c'est-à-dire qui avaient aussi des capacités d'écriture, qui avaient en gros travaillé sur cette question-là. Notamment, là, il explique un moment sur le film,
à Vitry, ils rencontrent Rock Against Police. Ils avaient déjà produit un film qu'ils avaient déjà été formés au Super 8 avec leur enseignant de lycée. Et donc Rock Against Police a aussi des liens très forts avec la banlieue lyonnaise, et notamment avec les filles de Zermatt Banlieue. Donc Zermatt Banlieue, c'est un collectif essentiellement féminin donc, qui a émergé dans l'agglomération lyonnaise entre 79 et 84 et qui a un rôle prépondérant, notamment parce qu'elles organisaient des concerts avec carte de séjour. Elles étaient très proches de Rachita et de Mohamed Amini qu'on voyait à l'image. Et ensemble, en fait, ils ont organisé des concerts sur un modèle analogue à celui de Rock Against Police, à savoir des concerts avec des prises de parole. Ça pose la question aujourd'hui de l'accès aux images, mais aussi à cette époque. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est lié à l'époque, on n'avait pas tous un appareil à photo, etc., à proximité, on n'avait pas de téléphone portable, mais je me pose cette question-là, de savoir jusqu'où les militants, ils étaient. Alors là, c'est une très belle expérience que celle qui est présentée à Paris, l'association, on filme, etc. Il y a un travail de transmission, de savoir, etc. Le gars, il est tous derrière la caméra, on dit voilà, ça c'est absolument remarquable. Et dans le même temps, les associations aujourd'hui, issues des quartiers populaires et qui se sont engagées dans des mouvements contre les violences policières, etc., et pas que, eh bien, elles galèrent aussi pour constituer un fonds d'archives. C'est notre question du jour, ça. Comment vous l'appréhendez quand toi tu fais un film, quand vous bossez sur vos terrains de recherche, l'expérience du militant aussi, comment vous vous posez la question de, allez, jusqu'où on est en capacité de fabriquer un fonds d'archives, et qu'on aille le constituer, qu'on aille le pêcher là où il est, et peut-être de façon inattendue, on ne sait même pas où il est parfois. Remarquable de démarrer le documentaire sur, quelqu'un le dit aussi, sur cette question de la continuité et de l'affiliation. On s'inscrit dans une continuité. C'est un phénomène social, d'un point de vue sociologique, parce qu'on a quand même, il n'y a pas d'année où il n'y a pas de personnes qui meurent entre les mains de la police. Donc ça veut dire que c'est un phénomène récurrent qui se reproduit et donc qui traduit aussi quelque chose qui est ancré dans les institutions, etc. Ce que je trouvais intéressant aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est aussi effectivement le passage entre des militants qui se mobilisaient effectivement avec les moyens du bord, et puis ce passage à la justice en fait. C'est-à-dire que les années 80 et 90 sont marquées aussi par un travail spécifique d'organisation militante, souvent autonome dans les quartiers, dont certains représentants sont là ce soir, qui ont aussi travaillé avec un suivi auprès des avocats, un suivi auprès des familles, et que ce travail quand même a eu une efficacité. Ça veut dire que même si effectivement on a raison et on peut être insatisfait des décisions judiciaires qui sont rendues dans ces cas-là, qui sont quand même extrêmement défavorables aux familles des victimes, qui effectivement souvent meurent deux fois. Cette expression-là, c'est parce qu'à la fois, effectivement, c'est déjà suffisamment douloureux de perdre quelqu'un dans ces conditions-là. En plus, sont souvent effectivement criminalisés, marginalisés, subissent des pressions, voire des menaces, etc. Et donc, dans ce cadre-là, quand on regarde l'affaire Adama Traoré encore aujourd'hui, on voit qu'on n'en a pas fini, qu'une partie des militants de soutien et même de la famille qui est sous des procès, qui encore, on peut dire, c'est presque, on a vécu des choses très très dures dans les années 80 et les années 90, et là on est en 2015, 2020, et on voit encore des répressions du harcèlement policier, etc. Et on redécouvre effectivement en 2020 qu'il y a peut-être du racisme dans la police en France. En l'occurrence, c'était Maître Leclerc qui était dans la commission qui a changé le code pénal en 91-92, et cette affaire a permis à ce que tout le monde puisse avoir un avocat, donc n'importe qui. Pourtant, c'est une affaire qui est partie d'un quartier, c'est la mort de Aïssaïch dans le commissariat de Montagnouli. C'est-à-dire que tu as apporté à tout le monde.
puis la grande sœur Amélie Bouta, donc, qui a été tuée par un policier de la Bagdoulin, donc le 3 septembre 2015. Et depuis, on se bat, on lâche pas, on fait des mobilisations. Donc voilà, comme l'a dit Naguib, on a eu tout d'abord un non-lieu. Et on n'a pas lâché, on a fait appel et finalement on a obtenu la reconstitution, donc on l'attend toujours. Hein. Ça fait 1 an qu'on a obtenu la reconstitution et on l'attend toujours. Mais bon, je suis prête à attendre même 2 ans, tant qu'on l'a, tant qu'elle elle est faite. Pour moi, c'est déjà un petit combat de gagné. Donc on verra bien où ça va mener, mais on lâchera pas. Et puis, avec une expo qui s'appelle 30 ans de lutte dans les quartiers populaires, ce qui marche encore, et il y a aussi un film, Sabla Zup, qui sera, donc voilà, ce sera une grande soirée d'échange et pour continuer la discussion. Alors merci à tout le monde, Nabil et vous tous. Juste aussi, je vous invite à une manifestation le 31 octobre, donc devant la justice, pour dénoncer les violences policières et les meurtres, les impunités policières. C'est une manifestation qui est conjointe avec les Britanniques. La même heure, le même jour, la même manifestation part de Londres, à Londres, pour aller au bureau du Premier ministre. Et nous, ça sera au palais de justice 24 colonnes.